Vas-y, tu peux te présenter. Moi, c'est Elisa Paulin, je suis en Bourgogne-Franche-Comté et j'ai 16 ans. Alors, si je te dis santé environnement, qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque l'écologie, le tri, la pollution, toutes ces choses-là. Ouais, c'est ça, c'est la façon dont l'environnement influence sur ta santé, tout ce qui est autour de toi. Et est-ce que tout ça, tu fais attention au quotidien? Y faire attention, c'est un grand mot parce que à part le tri, dans le tri des poubelles, y faire attention à pas jeter les papiers par terre, tout ça, enfin, c'est tout ce que moi je fais. C'est tout ce que tu fais, Ouais. Ok. Et du coup, quel geste au quotidien tu fais pour améliorer la Et santé du environnementale? coup, le tri, Ouais, quand je vois des papiers par terre, des fois je les ramasse, je les mets dans une poubelle. Puis, ok. c'est tout. Ouais. Il n'y a que ça qui te vient en tête? Ouais, comme ça, ouais. Et est-ce que tu sais des initiatives que tu pourrais faire en plus? Parce que, attends, je te refais la globale. C'est l'influence de l'environnement sur ta santé. Donc, il n'y a pas. Enfin, l'environnement, c'est tout ce qui t'entoure. Tu vois, tu n'as pas que l'écologie. Donc, admettons, Ok. tu vois, un son trop fort dans tes écouteurs, c'est un environnement qui va être nocif pour ta santé à toi, par exemple. Tu vois, tu comprends ce que je veux Ok. dire? Ou la Oui, je pollution comprends. atmosphérique, tu vois. Donc, à Ok. partir de si je te dis ça et que tu as bien compris, qu'est-ce que tu pourrais faire de plus pour améliorer la santé environnement? Me déplacer à pied ou en vélo, Hmm. déjà, c'est déjà pas mal. Euh, Mettre de la musique moins forte si j'en entends. Et tout ce qui est utiliser l'eau, tout ça, en utiliser peut-être Ah, moins. bah voilà. Attends, je vais arrêter l'enregistrement du coup. Bon, c'est prêt? Ouais, je suis prêt. Ok, donc là, tu peux te présenter rapidement. Euh, je m'appelle Enzo Dufour, j'ai 16 ans, j'habite à Albert, près de d'Amiens du coup, et je fais mon service national à Bouvines, à côté de Lille. C'est ça. Si je te dis santé environnementale, qu'est-ce que ça t'évoque? Et est-ce que tu peux l'expliquer? En, en vrai, ça me fait plus penser à tout ce qui est écologie. Euh, Ouais, faire un c'est-à-dire. peu, faire attention un peu à ce qu'on fait, ce qu'on achète et ce qu'on jette un peu. Ouais, mais là, tu parles plus du terme environnement. Est-ce que tu vois un rapport entre santé et environnement du coup? Euh, En vrai, pas trop. Alors, je vais t'expliquer. La santé environnementale, c'est comment ton environnement, de manière générale, influe sur ta santé. Je vais te donner des exemples. La pollution, tu vois, que ce soit atmosphérique ou la pollution de l'eau. Tout ça, si l'eau est de mauvaise qualité, ça peut influer sur ta santé. Pareil pour l'atmosphère. Le bruit des écouteurs quand c'est trop fort, par exemple, tu vois, c'est pas vraiment l'environnement terre, c'est vraiment l'environnement général, intérieur, extérieur, tu vois. Donc aussi le bruit trop fort dans tes écouteurs, ça peut influer. Je sais pas moi, dans les peintures, tu sais, je sais pas si tu sais, tu as t'as des taux de métaux lourds qui peuvent influencer aussi. Donc tout ce qui est extérieur dans ton environnement et qui peut influencer sur ta santé. Donc c'est ça. Ok. Tu comprends le concept? Donc, la prochaine question, c'est est-ce que tu fais attention au quotidien et si oui, comment? Ouais, j'essaie de faire attention au quotidien. Déjà, en général, là, j'ai refait ma chambre il y a peu, par exemple. Et avec mon père, on a regardé tout ce qui était peinture parce que, bon, là, t'as le plan de mur très propre et t'as les murs que j'ai repeints et qui sont plutôt douteux. Mais du coup, on a fait attention à peu près à ce que c'était, niveau couleur et tout, pour histoire de dire que ça va mettre une ambiance plus agréable, genre, dans ma vie. Puis même, quand je me promène, j'utilise pas souvent d'écouteurs parce que, vas-y, après, j'ai mal à la tête. Donc, du coup, c'est pas agréable. Mais ouais, on essaie de faire attention. Je sais qu'on a, comment ça s'appelle, un filtre. On a des filtres à eau pour nos robinets, par exemple, parce que acheter des bouteilles tout le temps, vas-y, ça Hmm. coûte de l'argent. Et puis, c'est pas ouf écologiquement. Donc, on essaie de faire le minimum attention quand même. Ok.
Et quel geste tu fais, toi, quotidiennement pour améliorer ça, la santé environnement, et du coup, la tienne? Ouais, je sais pas. En fait, c'est naturel, donc je fais même plus attention. Euh, ouais, en vrai, je peux pas te dire. Je pense que c'est devenu un automatisme, donc je fais même plus attention. Ouais, je peux comprendre. Et enfin, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit que tu pourrais faire pour l'améliorer, de faire de plus de ce que tu fais pas du coup quotidiennement, tu vois, des trucs. Je pourrais faire, je sais pas. Par exemple, je sais que dans ma ville, les endroits sont pas très joyeux. C'est limite plus une ville pour personnes plutôt âgées. En vrai, c'est un fait, d'accord? Ok, ok. Je veux dire, la seule zone de sport qu'il y a, il n'y a même pas de point d'eau. L'objectif, c'est de tuer les enfants qui font du sport pendant l'été, je pense. Mais bref. En vrai, je sais que moi, ça m'arrive souvent c'est pas forcément que pour moi, c'est plus pour les personnes plus âgées en général. Je sais que des fois, ça m'arrive d'aller les voir dans des endroits un peu plus tristes de ma ville et les aider à faire des trucs un peu plus cool, quoi. Genre, ou même organiser, je sais qu'on organise beaucoup de petits camps, entre guillemets, où il y a plein de gens qui peuvent venir pour apprendre des trucs, que ce soit en sport ou même scolairement, parce que t'as des gens qui sont un peu à la bourre, quoi. C'est bien, mais c'est pas sur le sujet santé environnementale, Enzo. Ah, je sais pas ce que je fais, ce que je peux faire en plus. Je sais même pas ce que je fais déjà, c'est pour dire. Mais en vrai, je sais pas. Même c'est pas grave. Le but, c'est de savoir ce que tu savais, donc je vais. Attends, je vais arrêter l'enregistrement là. Ok. C'est bon? Vas-y, présente-toi du coup. Ben, je m'appelle Shailene Couliol, j'ai 16 ans, j'habite en Corse et j'ai fait mon SNU à Gaillol, en Haute-Corse. Si je te dis santé environnementale, qu'est-ce que ça t'évoque? Et est-ce que tu peux l'expliquer? Si c'est le rapport entre notre santé et l'environnement, c'est que on a besoin, pour être en bonne santé, que l'environnement soit en bonne santé. Mhm. Et la santé de l'environnement, c'est comment se porte l'environnement en ce moment et comment ça peut évoluer. Alors, c'est le premier concept que tu as raison. Donc, tu as raison, c'est comment ton environnement extérieur va influencer ta santé. Et est-ce que tu as des exemples qui peuvent te venir en tête sur ça? D'éléments environnementaux qui vont influer sur ta santé? Bah, déjà, si on habite dans une ville ou à la montagne, Mhm. à la campagne, je pense qu'on a une meilleure qualité de vie quand même, même au niveau de la respiration, si on habite plus dans une ville avec de la végétation que si on habite au milieu de buildings et de Ouais, pollution. c'est ça. Donc là, tu me parles de la pollution atmosphérique, en gros. Tu as également, tu sais, la qualité de l'eau, par exemple, quand tu vas te baigner, ça peut influencer. Tu vois, c'est l'environnement qui influence sur toi. L'exemple qu'on prend aussi, c'est le bruit. Tu sais, quand tu as des écouteurs trop forts, ça reste de l'environnement, même si ce n'est pas la terre à proprement parler. T'as plein. D'accord, donc c'est l'environnement aussi, pas l'environnement, la Terre, mais notre environnement de vie. Exactement, ouais, c'est ça. D'accord. On va passer à la deuxième question. C'est est-ce que tu fais attention au quotidien à la santé environnementale et si oui, comment? Alors oui, forcément, on évite de mettre la musique Mhm, trop fort. Après, on privilégie forcément les transports en commun mhm. plus. Après, forcément, moi, quand j'habite en Corse, on prend beaucoup, on utilise beaucoup la voiture, donc c'est pas génial. On n'a pas beaucoup de transports en commun. Après, on fait le tri, forcément. Euh, on fait du sport en extérieur. On a quand même la chance d'avoir la mer à côté, donc même en activité l'été, d'aller faire de la voile ou des activités de plein air, forcément, c'est meilleur. Ouais. Donc là, tu as aussi répondu à la troisième question qui était quel geste faites-vous au quotidien pour améliorer la santé environnementale? C'est bien, tu m'as combiné les deux. Mais du coup, tu fais attention si tu fais tout ça. Du coup, on va passer tout de suite à la quatrième. C'est qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Est-ce que tu penses à des initiatives que tu pourrais faire en plus pour améliorer cette santé environnementale? Moi, à mon niveau, ou ce qu'on Oui. peut.
Bon, les deux, à ton niveau, et si tu as des idées plus générales, vas-y. Comme je disais, on a la chance d'habiter sur un littoral et même quand on en discute entre jeunes aujourd'hui, nettoyer les plages, c'est quand même une initiative qui est super cool. Après, c'est vrai que plus de prévention même dans les lycées, parce que dans les lycées, collèges, parce qu'on n'en entend plus beaucoup parler et même les travaux d'intérêt général, j'en connais plein qui seraient ravis de prendre de leur temps libre du week-end pour améliorer nos conditions de vie. Mhm. Donc, toi, tu me parles du tri, tout ça, de la sensibilisation. Il n'y a rien d'autre qui te vient plus en tête? Il n'y a pas de question piège. Hein. Si, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Je sais pas trop. Après, c'est compliqué parce qu'on peut pas faire faut que ce soit vraiment au niveau des départements, parce qu'on va pas faire les mêmes choses, vous à Paris, que nous en Corse. Oui. Donc, faut vraiment que ce soit adapté par département. Après, par exemple, le problème des transports, ce serait bien que ça s'améliore aussi un peu chez nous et de vous donner un peu de verdure chez vous. Vas-y, on va faire cet échange-là alors. Bah écoute, je pense qu'on a fini. Je vais arrêter l'enregistrement. Alors merci, on est parti sur les chapeaux de roue parce que comme les vidéos ont commencé, on ne voulait plus les arrêter parce que c'était sûr que là, elles allaient passer. D'abord, je voudrais remercier ces 3 jeunes du SNU. On en a interviewé plusieurs. On a fait un petit tri parce qu'on n'avait pas un temps fou pour les présenter. Mais je trouve qu'ils sont extraordinaires dans ce qu'ils nous disent et dans les leçons qu'ils nous donnent. Parce que tout à l'heure, on a parlé des biocides. Vous avez vu, c'était hyper technique. Tout le monde était convaincu qu'on parlait de la même chose. Et quand on interviewe des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, eh bien, on se rend compte que justement, ce que l'on croit partager ne l'est pas du tout. Et là, on est très loin de la réalité des jeunes. J'ai eu le sentiment par moments qu'il y avait des silences qui parlaient encore plus fort que quand ils disaient quelque chose. Et je reconnais que quand on les a écoutés, toutes ces interviews, avec les représentants du ministère de l'Éducation nationale, Jeunesse et Sport et les représentants du ministère de la Santé, on a tous eu un moment de surprise, exactement comme celui que je lis sur vos visages derrière les masques. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a du chemin à faire. Avec les 16-25 ans et peut-être même avec les autres. On a un énorme chemin à faire. C'est pour cela d'ailleurs qu'on fait ce séminaire. C'est pour voir le chemin qui nous reste à parcourir. Et c'est comme pour la connaissance, j'ai l'impression qu'il est immense, ce chemin-là. Il est tellement grand que l'on va d'abord commencer par les indicateurs. Je ne me suis pas présentée, je suis Catherine Secchi et je suis vice-présidente de la Société francophone de santé et environnement. Et c'est un vrai bonheur de vous avoir tous les 5 sur cette tribune pour vous interviewer. On va commencer d'abord par l'ISTROT et la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé, qui est, Lise est animatrice du réseau au niveau national, et elle va nous présenter un travail qui est en cours. J'ai dû vous supplier un peu pour vous demander de le faire, parce que, évidemment, on a l'habitude de présenter des travaux aboutis. Eh bien là, ils ne le sont pas, mais c'était une bonne façon de montrer que, justement, ça fait partie des priorités et des réflexions. Je vous laisse la parole, Lise. D'accord. Donc le temps que ça s'affiche, donc je vais commencer. Donc oui, l'idée là, c'est vraiment de faire une présentation d'un travail qui est en cours autour des indicateurs en santé et environnement à la Fédération nationale des observatoires régionaux de la santé, notamment dans le cadre des travaux menés pour la base Score Santé. Donc rapidement, et puis un peu en écho avec ce qui a été dit par les jeunes donc, juste avant. Donc l'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être, qu'il soit physique, mental ou social, et qui ne consiste pas uniquement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on a en fait notre état de santé qui est marqué par des facteurs de plusieurs ordres, donc on appelle déterminants de santé, donc qui peuvent être individuels, environnementaux, sociaux ou économiques.
Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus particulièrement les facteurs environnementaux. Et donc, quand on parle de santé environnementale, donc la santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris tout ce qui est en lien avec la qualité de vie et qui sont donc déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Donc, on retrouve ici en fait les facteurs environnementaux qui sont très nombreux, avec des expositions aux facteurs de risque, que ce soit des risques chimiques, biologiques, ou des indicateurs, des facteurs autour du cadre de vie ou autour des milieux d'exposition. Donc, l'environnement, c'est un déterminant de santé important dont on sait aujourd'hui en fait qu'il est en cause en fait dans la survenue de certaines pathologies. Mais on a quand même des questions et des interrogations en fait qui subsistent parce que pour beaucoup de maladies, en fait, il est difficile d'estimer la part attribuable à l'environnement dans la survenue de maladie. Donc en fait, on a en fait des conséquences sur l'état de santé à plus ou moins long terme, où on peut avoir en fait des intoxications aiguës suite à certaines expositions, et ça peut également entraîner l'apparition de maladies chroniques. Donc, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui également, c'est la vision territoriale. Donc, au niveau des territoires, on a des inégalités. Donc, que ce soit au niveau de la population et de ses vulnérabilités. Donc, il y a des facteurs individuels qui sont spécifiques à chacun de nous, notre âge, notre sexe, l'âge, le sexe, notre cadre de vie, etc., qui font que pour en fait des mêmes expositions environnementales, l'effet en fait sur notre santé ne sera pas forcément le même. On a également en fait des inégalités à l'échelle des territoires en termes d'exposition. Donc en fonction en fait d'où on vit en fait sur les territoires, les nuisances environnementales ne sont pas les mêmes, ou au contraire les environnements plus favorables à la santé ne sont pas les mêmes. Et on a aussi des niveaux en fait d'exposition qui vont varier en fonction de nos habitudes, de notre cadre de vie ou de notre milieu professionnel. Et donc ces inégalités d'exposition environnementale et ces inégalités en fait liées à la vulnérabilité de la population se combinent, et donc en fait on parle à ce moment-là d'inégalités sociales de santé. Et donc les populations sont concernées tout au long de la vie. Donc c'est vrai que là, la présentation est vraiment sur l'ensemble de la population et pas spécifiquement sur les plus jeunes. Donc pour ça, on a besoin en fait d'avoir une connaissance précise du territoire pour pouvoir agir sur les facteurs environnementaux susceptibles d'avoir un impact sur l'état de santé, mais également pour promouvoir un environnement qui soit favorable à la santé. Donc l'observation, c'est vraiment une des clés pour pouvoir mettre en place des plans et des actions spécifiques, et d'avoir en fait cette vision territoriale dont on voit en fait toute l'importance. Donc au niveau des territoires, il y a donc les observatoires régionaux de la santé, donc qui sont des acteurs majeurs sur les territoires et qui vont être mobilisés pour leur connaissance fine de ces territoires, et qui vont apporter leur expertise au travers d'approches qui sont souvent menées en complémentarité, qu'elles soient plutôt quantitatives ou qualitatives, et qui vont, dans le cadre de diagnostics en fait territoriaux, aider à la définition et à la mise en œuvre en fait de politiques de santé spécifiques au territoire. Et donc tout ça, c'est réalisé en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Au niveau national, pour avoir cette vision sur l'ensemble des territoires, donc à la fédération, on gère une base d'indicateurs sur la santé, donc qui s'appelle Score Santé, que vous connaissez peut-être. Et donc cette base en fait présente des indicateurs à différents échelons géographiques, en allant du national jusqu'à un niveau infra-départemental. Donc aujourd'hui, le niveau plus fin proposé, ce sont donc les EPCI. Donc, pour observer en fait cette santé à l'échelle des territoires, donc la santé et l'environnement, donc on a mis en place un groupe de travail inter-ORS afin de définir en fait une liste d'indicateurs
à mettre en ligne sur Score Santé. Donc, la thématique environnement, c'est pas une thématique nouvelle parce qu'elle est présente en fait depuis longtemps sur Score Santé. Donc, c'est une base qui a plus de 20 ans maintenant. Et donc, il y avait en fait cette nécessité de mettre à jour en fait les indicateurs de ce chapitre pour s'adapter en fait aux nouveautés qu'on verra en fait qui sont nombreuses sur cette thématique. Et donc, d'avoir une sélection d'indicateurs qui va permettre d'accompagner la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, pour la sélection des indicateurs, donc on s'est donné un certain nombre de conditions d'impératifs avec l'objectif pas forcément de remplir en fait toutes ces conditions parce que c'est pas forcément évident, mais dans la mesure du possible. Donc, d'avoir des indicateurs qui soient pertinents. Donc, vraiment, d'être sur une sélection d'indicateurs et pas de présenter en fait tous les indicateurs qui existent sur la thématique. D'avoir des indicateurs pérennes et mis à jour récemment, donc des indicateurs qu'on va pouvoir suivre dans le temps, pour lesquels on pourra suivre leur évolution et pour lesquels on va disposer de données récentes. Ce qu'on a souhaité aussi pour ces indicateurs, c'est qu'ils soient davantage orientés sur une approche en fait populationnelle, donc dans l'idée en fait de ne pas être uniquement sur des indicateurs de mesure, mais d'essayer en fait de voir la part de la population qui est concernée par certains facteurs environnementaux. Et enfin, sur les dernières conditions, donc là, c'est des conditions qui sont vraiment transversales à l'ensemble des indicateurs de Score Santé. Donc, on a une base nationale. Donc, l'idée, c'est d'avoir des données, des indicateurs qui vont être disponibles de façon homogène sur l'ensemble du territoire et d'avoir des indicateurs, en fait, à minima à des échelles régionales et, si possible, de pouvoir avoir des niveaux plus fins. Et enfin, vu qu'on est sur une base ouverte, en fait, au grand public, d'avoir des indicateurs dont les usagers, en fait, peuvent se saisir rapidement. Donc, avoir des indicateurs qui soient compréhensibles par tous. Donc là, je vais passer assez rapidement donc, sur les différentes thématiques traitées et les sources mobilisées. Donc, comme ça a été dit en introduction, c'est vraiment un travail qui est en cours. Donc là, ce que je vous présente, c'est les indicateurs qui vont être mis en ligne prochainement sur le site. D'ici mi-octobre, on aura un ensemble d'indicateurs qui seront mis en ligne. Et ces indicateurs, là, on a vraiment priorisé les indicateurs qui étaient disponibles rapidement. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un premier lot, un premier versement d'indicateurs sur le site et de continuer la réflexion et de venir enrichir la thématique dans les mois et années à venir. Donc, on a une sélection d'indicateurs autour du cadre de vie. Donc là, on retrouve un petit peu les idées qui avaient été évoquées par les jeunes dans la vidéo précédente, avec des indicateurs autour de l'urbanisation, des transports et de l'habitat. Donc, à chaque fois, je vais pas revenir sur les différentes sources, mais vous verrez qu'il y a vraiment aussi beaucoup de sources en fait mobilisées pour pouvoir produire ces indicateurs. Ensuite, on a également des indicateurs autour du contexte environnemental et des activités. Donc, on a plusieurs indicateurs sur les activités agricoles et les activités industrielles, et également des indicateurs sur les risques naturels et technologiques. Donc, pour certains de ces indicateurs, en fait, on a des indicateurs de constat, en fait, vraiment de situation, mais pour d'autres, on a également, en fait, cherché à voir quelle était la part, en fait, de la population qui était concernée, par exemple, par des risques d'inondation ou par des risques, je sais pas, des risques sismiques, par exemple, parce qu'on en échangeait ce matin. Donc, voilà, on est à la fois sur des indicateurs, comment dire, plutôt factuels, mais également derrière sur des indicateurs en termes d'approche populationnelle. Et donc, on a une autre grande thématique autour des milieux d'exposition, donc avec des indicateurs sur la qualité des eaux, donc que ce soit les eaux de distribution ou les eaux de baignade. On devrait avoir également des indicateurs sur l'air, donc on y reviendra dans la diapo juste après, et également des indicateurs sur les sites et sols pollués.
Ensuite, on a fait le choix de commencer à mettre des indicateurs pour les pathologies monofactorielles en lien avec l'environnement. Donc là, on a fait en fait la sélection d'indicateurs pour les pathologies en fait qui sont liées à un seul facteur de risque. Par exemple, le saturnisme, en fait, on est sur une pathologie qui survient après des expositions au plomb. Donc pour le moment, la liste est pas forcément très très étoffée, mais l'idée, voilà, c'est d'avancer sur cette thématique dans les mois à venir. Donc voilà pour les thèmes traités. Donc sur l'ensemble, une bonne partie de ces indicateurs devraient être mis en ligne sur Score Santé d'ici une quinzaine de jours. Et donc cette thématique va être alimentée de façon régulière. Alors, quels sont les constats, en fait, quels sont nos retours un peu sur la constitution de cette base nationale, en fait, enfin, de constituer une base à l'échelle nationale d'indicateurs qui seraient disponibles à différentes échelles territoriales. Donc déjà, on a vu, en fait, il y a énormément d'informations disponibles, de thématiques traitées. Donc nous, pour les travaux du groupe, il y a 4 ORS associés aux travaux. Et on est reparti en fait d'une liste d'indicateurs pour lesquels au moins un ORS présentait des données dans sa région. Et on avait plus de 90 indicateurs. Donc en fait, il y a une richesse qui est extrêmement importante, que ce soit en thématique traitée, mais du coup également après au niveau en fait des producteurs de données. Il y a aussi beaucoup de données qui sont produites en région. Donc on verra après la difficulté qu'on a quand on travaille au niveau régional. Mais on voit qu'en fonction des régions, il y a les organismes en fait se sont vraiment saisis de cette thématique pour pouvoir produire des données et avoir un suivi. Et c'est des données en fait où on voit en fait une évolution très importante de mise à disposition de ces données. Donc nous, les travaux du groupe ont débuté fin 2019. Et c'est que dans les premiers échanges qu'on a pu avoir avec les producteurs de données, des fois c'était on n'en est pas encore à l'étape de constituer une base de données nationale. Et là, quasiment 2 ans après, pour certains, la base nationale est en train d'être constituée. Donc, on rencontre quand même quelques difficultés, donc avec une couverture géographique qui est parfois partielle, ou ben voilà, pour certains indicateurs qui sont très intéressants, ils vont être disponibles uniquement pour certaines régions. Donc, c'est vrai que pour nous, ça les élimine aussi d'une certaine façon pour Score Santé, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir des indicateurs sur l'ensemble des régions. Ensuite, on a des données qui peuvent être parfois hétérogènes selon les régions, donc qui sont liées surtout en fait au dispositif de recueil des données et où on ne va pas forcément avoir en fait de comparaison possible entre les régions. Donc, soit les données existent, c'est notamment le cas pour les données sur le parc privé potentiellement indigne, où on a en fait cette information qui existe sur l'ensemble des régions, mais où on nous a en fait déconseillé de présenter toutes ces régions ensemble, parce qu'on est sur des choses en fait qui ne seraient pas strictement comparables. Rappelons qu'on est sur une base de données ouverte au public et qu'on n'est pas forcément, même si on donne en fait un ensemble d'informations aux personnes qui viennent consulter les sites, on ne peut pas les accompagner dans l'interprétation des données. Ensuite, donc on a des remontées au niveau national qui sont parfois inexistantes, voire assez difficiles. Donc en fait, ça repose sur des systèmes de collecte en région où on n'a pas toujours en fait des remontées nationales, ou quand elles se font, on voit que c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes informations qui sont collectées, le même format, etc. Et on se retrouve sur des choses qui ne sont pas complètement comparables. Mais on a pu voir que dans nos échanges, en fait, c'était des choses qui, voilà, on tend quand même vers des remontées des informations en région à l'échelle nationale. Donc, c'est notamment le cas de l'AIR où au début de nos travaux, il n'y avait pas du tout de base de données nationale. Et là, on sent qu'on approche l'obtention d'une base nationale. On a des données avec un historique parfois limité. Donc, c'est vrai qu'en fait, on a des fois des données qui ne sont pas produites de façon régulière. Et on a aussi beaucoup de nouveaux indicateurs. Donc voilà, il faut aussi se contenter en fait de ce qui existe, mais on voit en fait qu'un certain nombre d'indicateurs vont pouvoir être suivis dans le temps. Ensuite, il y a quelques difficultés sur la qualité en fait des bases de données qui nous sont remontées, mais voilà, après ça c'est un peu
c'est un peu c'est pas spécifique aux bases de données environnementales. Et sur l'interprétation des données, donc c'est vrai que nous, sur Score Santé, on a une documentation qui accompagne chacun des indicateurs. Mais c'est qu'il y a cet effort, mais cette nécessité de documenter en fait les indicateurs que l'on présente, à la fois en fait dans leur construction, mais aussi comment interpréter en fait ces indicateurs. Alors, pour aller donc plus loin, parce que donc là, c'est une présentation assez rapide, donc quelles sont les ressources que je peux vous proposer pour avoir des informations au niveau des territoires. Donc, à l'échelle nationale, donc, il y a le site Score Santé. Ensuite, donc, on est en lien avec ce travail sur les indicateurs environnement. On est en train de préparer une publication spécifique dont la diffusion est prévue en janvier 2022. On a également un nouveau format de publication de l'AFNORS, donc Épitomé, dont le numéro 2 sera consacré à la santé et à l'environnement. Donc là, la diffusion est prévue d'ici la mi-novembre. Ensuite, à l'échelle territoriale, donc probablement ce qui vous intéressera le plus, parce que c'est là que vous allez vraiment pouvoir avoir l'ensemble des indicateurs disponibles pour vos territoires. Donc, l'idéal, c'est donc de se rapprocher des ORS et d'aller voir sur leur site leurs différentes productions. Il y a quand même beaucoup de tableaux de bord, beaucoup de diagnostics locaux en santé environnement qui sont réalisés. Les ORS sont aussi travaillent également sur toutes les évaluations d'impact sur la santé. Les ORS viennent également en appui méthodologique auprès des acteurs des territoires pour les accompagner dans la mise en place des diagnostics notamment. Et pour certaines régions, il y a des bases d'indicateurs qui sont accessibles en ligne. Donc en fait, c'est des bases qui vont être beaucoup plus riches que ce que vous allez trouver sur Score Santé pour toutes les raisons donc, que j'ai citées précédemment. Donc voilà, je vous invite à aller consulter l'ensemble de ces ressources pour aller plus loin. Merci. Je vous remercie d'avoir fait cet inventaire qui n'est pas encore terminé, mais qui commence quand même à prendre forme. Je vois que vous avez mis en exergue l'urbanisation dans les indicateurs, et ça, c'est quelque chose qui me fait profondément plaisir, dans la mesure où je pense que les architectes, les urbanistes, les paysagistes font partie des acteurs importants de la qualité de vie et dans nos environnements de vie des facteurs santé. Transport, habitat, ça c'est beaucoup plus classique. Enfin bref, vous avez traduit d'une certaine façon ce que les jeunes nous ont dit, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses dans lesquelles ils ne savaient pas et beaucoup de choses dans lesquelles ils savaient un peu. Donc là maintenant, on va passer dans ceux qui savent un peu et je donne la parole à Didier. Didier Jourdan, que je présente rapidement, puisque c'est un petit peu la règle du jeu d'aller vite. Didier Jourdan est enseignant, il est enseignant à la chaire, enfin, il est responsable de la chaire UNESCO et du centre de collaboration OMS dans le cadre de éducation avec un S et santé. Je te laisse la parole, Didier. Tu vas nous présenter des clés pour éduquer les jeunes à la santé environnement. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup à la SFSE pour l'opportunité qui nous est donnée, l'équipe de la chaire qui a travaillé avec moi sur cette présentation, de partager avec vous un certain nombre d'éléments relatifs aux questions d'éducation des jeunes à la santé dans le domaine de l'environnement, et éléments que nous partageons avec beaucoup d'humilité. On n'a pas la prétention d'ajouter quoi que ce soit parce que je pense que ce sont des éléments qui sont connus, mais plutôt d'essayer de les ordonner et tout simplement de vous proposer pour les 15 minutes qui viennent de chausser des lunettes éducatives pour regarder les questions de santé qui nous concernent, c'est-à-dire d'essayer de nous mettre tous dans la peau des éducateurs et donc d'essayer de penser finalement la question du développement des capacités des jeunes de 16 à 25 ans pour tout ce qui va concerner les interactions entre la santé et les conditions de vie, la santé et le milieu de vie dans lequel ils sont présents, dans ces dimensions sociales, physiques, chimiques et autres. J'aimerais aussi insister sur le fait que nous parlons de tous les jeunes de 16 à 25 ans. Très souvent,
du fait des milieux auxquels nous appartenons, nous pensons à des lycéens et des étudiants. N'oublions pas tous ces jeunes qui sont dans des maisons familiales rurales, dans des lycées professionnels, dans des centres d'apprentis, qui sont désocialisés, qui sont au chômage. N'oublions pas tous les jeunes qui sont aussi porteurs de handicap ou de maladies chroniques. Penser l'éducation dans ce domaine-là, c'est le penser avec tous les jeunes et pas juste ceux que nous voyons dans nos lycées et nos universités. Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose aujourd'hui ces questions-là? J'allais dire, il n'y a rien de plus naturel que dans une période de mutation extrêmement intense de nos sociétés, des mutations autour des transitions que vous connaissez, démographiques, épidémiologiques, technologiques et environnementales, de se poser la question de la formation de la jeune génération dans ce domaine-là, le développement finalement de la capacité des personnes à prendre en charge ces enjeux. Évidemment, n'oubliez pas que nous avons des lunettes éducatives. J'y reviendrai tout à l'heure dans la conclusion, mais il est évident que nous avons besoin de penser les enjeux de santé dans le domaine de l'environnement dans un cadre plus large. Ce cadre plus large, c'est la vision que nous avons de ce que sont les citoyens d'aujourd'hui et de demain. C'est la référence, et pour cela, le cadre des objectifs du développement durable au plan éducatif est extrêmement solide. Alors, tout cela intervient évidemment à un moment particulier, puisqu'on l'a vu avec ce que les jeunes ont exprimé tout à l'heure, une préoccupation environnementale majeure. Je rappelle les données, 94% des jeunes sont inquiets de la situation environnementale, mais par contre, une difficulté à exprimer et sans doute à identifier, qui est d'ailleurs partagée par d'autres parts de la population, autour de ce qui est cette interaction entre santé et environnement. Et on l'a vu là aussi, comme d'habitude, très souvent, nous avons une vision de l'environnement comme étant l'écologie et la sauvegarde de la planète, alors que nous, notre vision de l'environnement va être en tout premier lieu les conditions de vie quotidiennes des personnes, les milieux de vie au sein desquels ils évoluent au quotidien. Alors, dans ce bref temps, nous voudrions partager 5 idées, et je le redis, qui sont banales, mais simplement pour les organiser. La première idée, c'est où est-ce qu'on apprend la santé environnementale? Alors, de grâce, ayons tous en tête qu'on l'apprend au sein de nombreux autres espaces que l'espace scolaire. Parce que c'est une partie de l'éducation. Mais la famille, le réseau associatif qui est extrêmement présent, et c'est heureux dans ce domaine-là, l'ensemble du système culturel, mais aussi les systèmes de soins. Lorsqu'on interagit avec le système de soins, on va apprendre sur des enjeux de santé environnementale, le périscolaire, et puis tout ce qui va relever des médias, et pas seulement des réseaux sociaux. Penser l'éducation dans le domaine de la santé environnement, c'est fondamentalement avoir en tête qu'il s'agit d'une éducation qui va exister dans le cadre formel, dans le domaine scolaire, dans le cadre non formel, notamment avec tout ce qui est la puissance extraordinaire de l'éducation populaire, dans sa capacité à développer les capacités des personnes et des citoyens, et puis le volet informel, parce que nous recevons chaque jour, quotidiennement, des éléments. Alors, est-ce que les produits, je ne sais pas moi, tel ou tel type de produits vont avoir l'aspartame, par exemple? Est-ce que c'est mauvais pour la santé? Est-ce que ça fait mourir les souris, que ça donne des tumeurs à tout le monde ou pas? Eh bien, l'information va rarement nous arriver par le canal scolaire. Elle va venir par les réseaux sociaux et elle va appeler évidemment un travail critique et une capacité à ce que nous pourrions considérer comme étant un rapport raisonné aux facteurs qui, dans notre milieu de vie, vont interagir avec notre santé. Deuxième idée, lorsque on pense les questions liées à l'interaction santé-environnement d'un point de vue, je le redis, éducatif, ce n'est qu'un point de vue parmi de très nombreux autres, mais il faut savoir qu'en fait, on parle de deux choses. Il faut les tenir ensemble, mais elles sont dissociées. Alors oui, vous avez ici des documents, des éléments, un travail qui a été fait pour travailler sur les questions d'exposition. Oui, comprendre la question de l'exposition, à manière ou d'une autre, il faudra que les gens soient capables d'y arriver. Mais ça ne suffit pas. Ce que nous ambitionnons dépasse largement la simple capacité à gérer la santé environnementale aujourd'hui, mais nous aspirons évidemment à développer
la capacité chez nos jeunes à agir en vue de la transformation d'un certain nombre de pratiques qui vont agir sur l'environnement et dans l'interaction avec la santé. C'est la raison pour laquelle penser l'éducation dans ce domaine-là, c'est à la fois penser une des dimensions de la littératie en santé, c'est-à-dire cette capacité à prendre en soin de soi, à protéger sa santé, à la promouvoir, la sienne, celle de son environnement proche, concrètement. Savoir lire l'étiquette d'un produit d'entretien, c'est à l'évidence une compétence qu'il nous faut développer chez chacun de nos jeunes. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a une deuxième dimension qui est celle qui relève de la citoyenneté en santé ou de la citoyenneté pour la santé, c'est-à-dire de développer chez nos jeunes la capacité à prendre en compte les problématiques qui les dépassent, à agir sur les décisions individuelles, collectives, politiques dans ce domaine-là, autour d'une idée qui, je crois, est importante. Je ne détaille pas la littératie en santé, mais simplement de rappeler que la question de la citoyenneté en santé, elle va forcément renvoyer à des dimensions locales, régionales, nationales et globales du fait de la nature même des enjeux de santé dans le domaine de l'environnement et donc forcément aussi aller vers le développement des capacités à agir, à comprendre et à être acteur de transformation. Donc, quand on pense éducation dans notre domaine, c'est forcément autour de ces deux dimensions. C'est en tout cas ce que nous vous proposons. Alors, c'est le thème et c'est aussi extrêmement présent dans le PNSE et dans de nombreux documents. L'espace au sein duquel ces compétences et ces connaissances vont être développées, c'est clairement le territoire de vie. C'est clairement là où sont les personnes. Parce qu'on apprend quand on expérimente. On apprend quand on est capable, à l'extérieur, à l'intérieur, d'identifier de manière concrète ce que sont les interactions entre les milieux de vie, nos comportements et notre santé. La seule chose, c'est que nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Et que s'il était simple de développer dans chacune des collectivités, les villes, parce que, bien évidemment, vous le savez, une part importante de la population française vit en ville, mais aussi dans les espaces ruraux, la capacité des collectivités à porter ces dynamiques éducatives, eh bien, ça saurait. Je crois qu'il y a un enjeu éducatif majeur au développement de la capacité des collectivités à prendre en charge ce rôle éducatif. Ayons bien en tête qu'à partir du moment où on pense l'éducation dans notre domaine, non pas seulement en référence à l'institution scolaire, mais à bien tout ce qui va relever des dynamiques associatives, du lien au système culturel, du lien aux familles, eh bien, mécaniquement, c'est les collectivités qui sont au cœur du dispositif. Eh bien, si nous voulons développer l'éducation dans le domaine santé-environnement, eh bien, nous avons besoin d'accompagner, de soutenir les collectivités dans ce domaine-là. La chaire a construit une étude et l'a menée dans 30 pays sur les leviers, les freins qui permettaient à des collectivités de travailler à l'apprentissage dans le domaine de la santé. Quoi qu'il arrive, et j'y reviendrai brièvement dans la dernière partie de mon exposé, l'éducation dans le domaine de la santé environnementale, par essence, elle est intersectorielle parce qu'aucun d'entre nous ne dispose de l'ensemble des éléments pour permettre de transmettre et de développer ces compétences. Quatrième idée, la place de ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, les interactions de santé-environnement, au sein de l'éducation en général. En effet, dès lors que l'on prend des lunettes éducatives pour penser ces enjeux-là, on ne peut pas les penser de manière isolée. Il nous faut les penser en interaction avec les autres dimensions de l'éducation. Alors finalement, où est-ce que nous pouvons finalement faire porter l'insistance? Où est-ce que nous pouvons proposer, je dirais, des points d'entrée, des points d'articulation? Eh bien, d'abord, de poser sur la table le fait que toutes les données convergent pour dire que si vous voulez améliorer la santé d'une population et la santé des individus, c'est toujours une logique double. Celle de l'action sur les conditions de vie, l'environnement des personnes et le développement de leurs capacités. J'insiste sur l'articulation indispensable, parce qu'on peut bien développer les compétences des gens, par exemple en matière alimentaire, si l'offre qui leur est proposée, eh bien,
génère toute une série de risques, ça ne marche pas. Et inversement, on peut bien mettre en place tous les dispositifs et les cadres légaux pour mettre en œuvre, par exemple, là aussi, une alimentation plus favorable à la santé. Si les personnes ne disposent pas des compétences, par exemple, pour résister à la pression de la publicité et des modes et des poncifs, eh bien, on va rencontrer des difficultés. On n'éduque pas des gens sans agir sur l'environnement. Alors, quels sont les éléments clés? Vous les connaissez. Vous les connaissez. La clé, c'est d'abord, avant tout, le fait d'aider chaque personne à avoir conscience que la partie émergée de l'iceberg qu'on voit de la santé, c'est-à-dire tout ce qui relève du système de soins, c'est tout simplement moins de 20% de ce qui fait notre santé. Et donc, attirer l'attention et permettre à chacun, chacune de réaliser que sa santé est fortement conditionnée par des dimensions qui échappent au système de soins. Et cela renvoie évidemment, vous le savez, à l'ensemble des facteurs et des déterminants de la santé des personnes. La deuxième idée que je crois être centrale, c'est celle de l'interaction entre les dimensions environnementales et les dimensions sociales. Vous savez comme moi que toutes les études montrent que le niveau atteint en lecture pour des enfants de 6 à 7 ans est corrélé à la distance de l'école par rapport aux autoroutes et à la distance par rapport aux sites industriels. Alors vous allez me dire, la poule et l'œuf, est-ce que c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont dans des écoles forcément plus exposées ou inversement, ils le sont pour ça? La seule réalité, c'est quand on neutralise les données sociales, on met en évidence cette réalité de l'impact sur les personnes. On ne peut pas dissocier les deux. Et c'est valable, vous le connaissez par cœur, pour les stations de métro. À Londres, c'est valable pour le fait d'habiter dans tel ou tel county en Grande-Bretagne. C'est Michael Marmot, c'est la base de tout. Va jouer sur toute une série de paramètres de votre santé. Mais tout cela qui est valable à l'échelon local est à l'échelon global. Vous connaissez les niveaux de pollution de l'air des villes du Sud. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser la santé dans notre domaine. Et donc, on ne peut pas éduquer nos jeunes autrement que dans une perspective, une santé, One Health, et également dans une perspective qui est forcément une perspective globale. Ce n'est pas possible autrement. Si bien que nous avons à travailler sur des connaissances, sur des compétences, mais surtout à construire une vision intégrée pour nos jeunes autour des grands piliers que chacun, chacune connaît, qui, bien sûr qu'il faut des connaissances, bien sûr qu'il faut la capacité au regard critique, mais pour y parvenir, il faut développer les compétences psychosociales, il y a une capacité à mettre à distance l'information, à s'exprimer, à travailler collectivement. C'est le b.a.-ba. Certes, tout cela est banal, mais je pense que cela nous offre toute une série de perspectives. Et cette éducation à la santé environnementale, elle a un certain nombre de caractéristiques. Ces caractéristiques, c'est comme ce sont des questions socialement vives, elles vont forcément être liées au débat, à la critique, au développement des compétences citoyennes. Comme ce sont des enjeux qui sont liés au développement des capacités des jeunes, sans leur participation réelle, et nous aurions pu travailler plus spécifiquement là-dessus, on a peu de chances que ça marche. De la même manière, on ne peut pas imaginer qu'il s'agisse simplement d'un cours ou d'une information, quelle qu'elle soit. C'est forcément le mode projet qui est à privilégier et qui doit permettre d'être évalué, mais forcément autour de production, par exemple autour de portfolios, autour du cheminement individuel des personnes. Alors, il n'est pas lieu ici de parler particulièrement du milieu scolaire, mais en France, il y a une vraie conscience extrêmement forte des enjeux du développement durable, un travail autour des enseignements, de la vie scolaire, de la structure du partenariat, autour de la labellisation E3D, qui inclut, alors peut-être insuffisamment encore aujourd'hui, mais une dimension santé, et c'est un élément sur lequel sans doute peut-on progresser. Alors, dernière partie, pour conclure maintenant, je crois que nous avons toujours un risque. Chacune, chacun, de là où nous parlons, nous allons voir une partie de la réalité qui va nous paraître particulièrement importante parce que nous sommes des spécialistes de la santé environnementale, d'autres de la sexualité, de la lutte contre le VIH-Sida, d'autres des enjeux nutritionnels. Si nous construisons un édifice puissant et solide mais isolé, il est probable que notre capacité à agir
sur les générations qui viennent est faible. À l'inverse de la forteresse, il nous faut arriver à ce que le volet environnemental lié à la santé dans l'éducation puisse prendre place dans l'espace plus large qui est celui d'un parcours éducatif de santé, porté là aussi par les collectivités territoriales en lien avec les différents acteurs tout au long de la vie, spécifiquement, et je l'ai entouré ici, autour de ces périodes critiques qui sont la fin du développement. Un être humain, ça termine son développement en moyenne à 24 ans, hein, les 16-24 ans. C'est la dernière période du développement humain. C'est une période d'accès à l'autonomie, à la citoyenneté, à la capacité de décision. Eh bien, il nous faut être capable d'articuler ce qui est fait dans le domaine santé-environnement avec les autres volets du parcours éducatif de santé, créer des convergences, créer de la cohérence, s'appuyer sur des partenariats structurés et rigoureux. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Didier. C'était riche, c'était dense, c'était complet. Je vais enchaîner rapidement parce que nous avons des intervenants qui sont obligés de partir parce qu'ils ont un avion à prendre. Et les questions que l'on voit et qui apparaissent, ne vous inquiétez pas, on les traitera un tout petit peu plus tard parce qu'il restera quand même des intervenants. Vous pouvez aussi répondre par le chat. Oui, vous pouvez répondre par le chat. Je donne maintenant la parole à Sylvie Guyot, qui représente le ministère de l'Éducation nationale et Jeunesse et Sport, qui est médecin de santé publique en charge des publics vulnérables et de la santé. Je vous laisse la parole, Sylvie. Vous allez nous parler, puisqu'on a quelques secondes, vous allez nous parler de la diffusion du savoir en santé-environnement auprès des jeunes dans le cadre du service national universel. Nous avons eu quelques représentants de ce service national universel en début de session. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler des jeunes volontaires du service national universel. Je vais vous présenter ce qu'est ce service national universel très rapidement parce qu'il n'est pas si connu que ça, puisqu'il a démarré en 2019 avec 2000 jeunes, qu'en 2020, il y avait le confinement et en 2021, il y avait, malgré le confinement, 15 000 jeunes. Donc là, on était passé de 13 départements à 100 départements. Voilà, et nous poursuivons et en 2022, il est prévu que ce soit 50 000 jeunes. Alors, les grands principes du service national universel, c'est un projet d'émancipation et de responsabilisation des jeunes avec pour objectif principal de renforcer la cohésion nationale. On est bien dans une notion de continuité des parcours scolaires, citoyens, avenir citoyen, d'éducation à la santé, d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire vraiment dans toutes les dimensions du parcours d'un jeune. Il renforce donc cette notion d'autonomie et d'émancipation pour tous les publics, ça c'est très important, aussi bien les plus défavorisés, donc QPV, zone rurale, public PJJ, public ASE, et les plus fragiles, les plus vulnérables, c'est-à-dire les mêmes publics et les jeunes en situation de handicap. Ce SNU se décompose en 3 étapes qui chacune vont vous intéresser. Il y a un séjour de cohésion de 2 semaines en hébergement collectif, une mission d'intérêt général qui se déroule dans l'année qui suit et qui dure 24 heures, c'est-à-dire à peu près 15 jours, soit en continu pendant les vacances scolaires, soit en perlé. Et puis, à partir entre 16 et 25 ans, tous ceux qui le veulent, toujours dans le cadre du SNU, ils peuvent faire une période d'engagement volontaire d'au moins 3 mois. Et c'est une introduction à l'engagement, soit vers des services déjà existants, par exemple le service civique, ou avec une marge de choix beaucoup plus large. Donc, toujours ces objectifs, faire vivre les valeurs républicaines, la cohésion nationale, l'engagement.
et puis accompagner l'insertion sociale et professionnelle. Les cohortes de jeunes donc, représentent bien la diversité de tous les profils de jeunes, mais également tous les profils de territoire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous paraît à nous particulièrement intéressant. Et bien sûr, il s'adresse aux garçons comme aux filles, scolarisés ou non. Ou certains sont même déjà dans l'emploi. Et donc, nous tenons beaucoup à cette valeur d'universel et inclusif. Donc, ça, c'est pour vous donner les thématiques qui vont être abordées lors du séjour de cohésion. Il y a parmi ces thématiques la promotion de la santé et également développement durable et transition écologique. Et là, nous sommes à l'intersection des deux. Pour vous, le séjour de cohésion, c'est un lieu facilitant, enfin c'est une période facilitatrice pour échanger sur des sujets de façon différente avec des jeunes qui souvent connaissent essentiellement l'école pour ce genre d'échange. Et c'est pour ça que je vous décris son encadrement. Il y a à peu près dans chaque centre un chef de centre qui souvent représente l'autorité, un adjoint éducatif, un adjoint d'encadrement, et puis également un cadre infirmier, gestionnaire, cadre cohésion et sport. Je vous dis ça parce qu'il y a à la fois ce qui va concerner les jeunes, mais aussi la formation de ces encadrants. Et donc, ça, c'est quelques images de 2021. Dans l'année qui suit, il y a les missions d'intérêt général dans chaque département et le vecteur pour choisir, pour proposer des missions d'intérêt général, pour les offreurs et pour les jeunes, pour choisir une mission qui corresponde à ce qu'ils ont envie de faire ou de découvrir, se fait par une plateforme qui est en évolution, mais qui est déjà particulièrement opérationnelle. Donc, voilà quelques exemples de missions d'intérêt général en 2019 ou en 2021. Et je voudrais juste attirer l'attention sur Augustin, qui est un autiste, qui a été filmé et qui a évolué de façon, qui s'est autonomisé de très belle façon. Et le témoignage des parents est celui qui en fait le plus foi. Voilà. C'est une très belle expérience. Donc, ça, c'est les principes de l'engagement volontaire. Et maintenant, on va passer sur SNU et santé environnement. Alors, je reviens sur l'engagement volontaire, je suis allée trop vite, pardon. C'est cette troisième période. Et cette période-là, c'est vraiment du volontariat, les deux autres périodes devant être réalisées pour que les jeunes bénéficient de l'équivalent de la journée défense et mémoire. Là, il n'y a pas d'incitation, mais c'est simplement le fait de les avoir amenés jusqu'à cet engagement-là. Et c'est une phase d'engagement qui s'appuie sur les dispositifs de volontariat existants. Donc, je regarde juste que je ne sois pas trop vite, pardon. Donc, bon. Le séjour de cohésion se fait à travers des modules et c'est une sensibilisation des jeunes à la fois à leur santé d'une part, c'est ce qu'on a vu, à l'environnement. Quelques exemples de thématiques abordées au cours de cette sensibilisation, puisque comme il y a eu à peu près 130 centres cette année dans 100 départements, puisque les territoires ultramarins étaient concernés, il y a pour une même feuille de route une très grande diversité de mise en œuvre. Donc, les exemples: prévention des risques auditifs, bon usage du téléphone portable, allergie au pollen, qualité de l'air, effet du soleil,
exposition aux substances chimiques au quotidien. Voilà. C'est donc une sensibilisation des jeunes qui est très importante, mais ça ne peut être pertinent que si les encadrants ont été formés également. Et dans cette perspective-là, la DGS, je citerai Mathilde Merlot, a travaillé dès 2019 sur un outil, un document à destination des encadrants de proximité du SNU lors du séjour. Et cela a produit un recueil de fiches thématiques, des contenus et des supports de formation. Et ces fiches donnent des exemples sur des situations auxquelles les cadres peuvent être confrontés. Alors, je l'ai là. Et je pense que ça pourra être diffusé. Je ne sais pas si vous diffusez. Voilà. Ce n'est pas moi qui étais là à cette période-là, c'était Madame Penel Pruvot. Et c'est un travail que je trouve absolument remarquable, qui a été terminé il n'y a pas si longtemps et que nous allons particulièrement utiliser pour la formation 2022. Les missions d'intérêt général. Donc, on a vu ce qui était formation. C'est un moment particulièrement important et c'est ici qu'on peut justement ajuster les pièces du puzzle, puisque après la sensibilisation à la santé environnementale, les missions d'intérêt général vont permettre une mise en situation d'agir de ces jeunes dans le domaine santé-environnement. Alors, vous le savez sans doute, le nombre de missions d'intérêt général en santé environnementale par an est un indicateur du PNSE 4. De notre côté à nous, l'offre est relativement scindée entre environnement ou promotion de la santé. On retrouve des actions de promotion de santé environnementale dans les deux. Et c'est quelque chose que nous avons aussi à développer. Alors, mais pas seul. Donc, quelques exemples de MIG qui peuvent être proposés. Participation des actions de sensibilisation des citoyens ou participation à l'organisation de colloques. Je suis allée voir ce qu'il y avait dans la base en 2021. J'ai trouvé quelques missions perlées et j'en ai trouvé une qui était particulièrement intéressante à La Réunion, qui était sur les déchets, fait par une association, et qui alertait sur la dangerosité des déchets sauvages d'une part, et qui d'autre part travaillait sur la désinsectification, notamment par rapport aux moustiques et par rapport aux déchets et la gestion, la part de la mauvaise gestion des déchets et des décharges dans le fait de lutter ou non contre la lutte vectorielle. Donc, je trouve ça particulièrement adapté. On voit bien tout ce qui pourrait être fait. Et puis donc, la phase d'engagement volontaire. Donc, le SNU, c'est un parcours d'engagement. Notre but, c'est que ça se développe dans un but collectif. Et cette phase-là s'appuie, parce qu'il y a les tout premiers qui commencent, sur des dispositifs de volontariat déjà existants. Et c'est là, comme pour les MIG, que les missions d'intérêt général et l'engagement des jeunes dans la santé environnementale se fera, je dirais, par un partenariat entre les associations du champ et les acteurs du champ santé-environnement et nous, SNU, qui organisons un petit peu cette rencontre et permettons aux jeunes de s'engager dans des activités de santé environnementale. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Sylvia pour cette présentation qui nous fait à tous prendre conscience à quel point il est important que les jeunes soient sensibilisés, mais j'allais dire assez tôt, parce que
il y a même des établissements en dehors du SNU qui commencent à la maternelle, l'éducation à l'environnement. Et il y a une question qui a été posée et il n'y a pas le micro? Si, pour toi, c'est bon. Il y a une question qui a été posée et qui pose la question justement de s'appuyer sur l'environnement, mais c'est surtout sur le développement durable, puisque c'est ce que les gens reconnaissent le plus. En fait, le mot environnement, d'après les questions qui nous ont été posées, s'associe beaucoup au mot écologie et pas au mot environnement au sens où nous l'entendons dans le cadre de la Société francophone de santé-environnement, mais aussi dans le cadre de santé-environnement. Donc, je pense qu'on a tous ensemble un travail de sémantique à faire pour être compréhensible, pour qu'on puisse au moins dire les mêmes choses ensemble et transmettre les mêmes messages. À travers toutes les communications que l'on a déjà eues et les 3 jeunes que l'on a entendus, on s'est bien rendu compte que la sémantique, c'est ce que... Parler d'acculturation, c'est une jolie chose, mais parler de sémantique, c'est autre chose. Il faut que notre imaginaire et que notre carte mentale soient la même, ou en tout cas qu'elles se connectent. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, dans le domaine de l'environnement, chacun, c'est l'auberge espagnole, quoi. Chacun y met ce qu'il veut. Et cette auberge espagnole, on est en train d'en souffrir parce qu'on n'a pas d'image. On l'a bien vu avec l'interview des jeunes, on n'arrive pas à donner une image à l'environnement. Moi, personnellement, je parle toujours d'environnement de vie. Ça regroupe un peu tous les termes que vous utilisez et c'est moins, j'allais dire, réducteur que les déterminants de santé. Parce que les déterminants de santé, dans l'imagerie que l'on peut développer en carte mentale, c'est déterminé. Et si c'est déterminé, on ne s'en sort pas. Donc, je vais donner la parole maintenant à Capucine Bonduel, qui représente Graines Occitanie. Graines Occitanie, en fait, c'est un réseau qui travaille au niveau régional sur c'est un réseau régional des acteurs de l'éducation à l'environnement. On le retrouve dans toutes les régions et il est très proche de l'ARS et du pôle santé-environnement de l'ARS. Je vous laisse la parole, Capucine. Alors, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais remercier le SFSE pour l'invitation et plus particulièrement Catherine et aussi Madame Merlot pour nous avoir conviés aujourd'hui. Moi, je suis Capucine Bonduel, du coup, je travaille au Graines Occitanie qui, comme l'a précisé Catherine, est le réseau des acteurs de l'éducation à l'environnement. Je suis coordinatrice de projet en réseau sur des questions liées à la santé-environnement. Et donc, le Graines va rassembler en région Occitanie environ 250 acteurs. Et donc, on travaille sur plusieurs axes de travail et sur plusieurs thématiques, dont la santé-environnement, ce qui est la raison de ma présence aujourd'hui. Moi, je suis chargée d'animer le réseau régional éduqué en santé-environnement Occitanie qui s'appelle le R2ESE, qui est un réseau qui est mis en place depuis une dizaine d'années maintenant et qui va rassembler environ 2000 acteurs en région. Ce réseau, il est aujourd'hui animé par à la fois le Graines Occitanie, mais aussi l'IREPS Occitanie, ce qui va nous permettre de rassembler des acteurs qui vont être issus de divers milieux. Et il est mis en place dans le cadre du PRSE 3. Et donc, on est effectivement soutenu par l'ARF, la DREAL et la DRAF. Donc, j'en profite aussi pour les remercier pour le cadre partenarial de qualité dans lequel on travaille, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on peut mettre en place plein de projets et notamment des projets que je vais vous présenter par la suite. Deux mots sur le type d'acteurs du coup qu'on va être amené à rassembler en réseau, parce que l'objectif, ça va être de décloisonner les différents types d'acteurs, et donc on va nous s'informer auprès des acteurs relais, donc ça va être des associations, des collectivités, des organismes publics. On ne va pas aller, nous, Graines et le réseau, ne va pas aller directement
dans les écoles ou dans les centres de loisirs. Et comme le disait d'ailleurs Monsieur Jourdan tout à l'heure, il n'y a pas que les écoles, mais il y a plein d'endroits pour éduquer à la santé environnement. Et donc, on va s'adresser à ces acteurs qui vont être en situation d'informer, de sensibiliser, d'éduquer, de former à tous les champs liés à la santé environnement. Et donc, il y a une liste non exhaustive en dessous, à l'écran. Mais voilà, c'est le type d'acteurs qu'on peut être amené à rassembler dans le réseau. Alors du coup, j'en viens aux objectifs et je vous parlais de décloisonnement de ces acteurs. L'objectif, du coup, ça va être de créer une culture commune entre les personnes qui participent aux actions et qui participent au projet. Et on va essayer de les mobiliser pour qu'ils développent une pédagogie partagée et pour qu'ils développent de plus en plus de projets, à la fois de manière qualitative et quantitative, des actions en éducation à la santé environnement. Et donc, pour répondre à ces objectifs, on va mettre en place plusieurs types de projets. On va mettre en place des rencontres régionales. On va avoir un axe autour des ressources en éducation à la santé environnement. On va avoir un axe de formation. Et puis, on va aussi les accompagner pour qu'ils puissent développer leurs projets. Et donc, on l'a dit aussi précédemment, la santé environnement, ça englobe plein de portes d'entrée en fait, et plein de sujets. Nous, pour l'instant, dans le réseau, on a travaillé sur 3 sujets principaux qui sont l'agriculture, l'alimentation, l'habitat et l'urbanisme. Et donc, du coup, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a mis en place dans le réseau. Et donc, les rencontres régionales, en fait, ça va être des journées qui vont permettre de faire monter en compétence les acteurs et qui vont mobiliser entre 60 et 70 acteurs sur une journée. Et donc, nous, on n'est pas experts, nous, le réseau et le GREN, on n'est pas experts des sujets sur lesquels on travaille. Du coup, pour travailler à l'organisation de ce type de rencontres et même des formations, et j'y reviendrai tout à l'heure, on va mobiliser à la fois des chercheurs, des acteurs de terrain, des réseaux qui travaillent à l'échelle plus fine et au niveau départemental. On va travailler avec nos partenaires aussi pour construire ce type de journée. Et puis, on va essayer de décrypter un enjeu lié à la santé environnement. Et donc là, je vous ai mis un exemple de programme sur lequel on a organisé une journée de rencontre régionale l'année dernière. Alors, c'était 5 webinaires, en fait, parce que, bon, on le sait tous, à cause du contexte sanitaire, on n'a pas pu faire une journée en présentiel. Mais du coup, ça peut vous donner un exemple des types de séquences qu'on peut avoir sur ce type de journée. Donc, on va avoir à la fois des séquences apport de connaissances et aussi des témoignages d'acteurs. On va lier témoignages et apport de connaissances pour permettre de faire monter en compétence les acteurs et qu'ils puissent se rencontrer, échanger et se saisir en fait des actions qui sont déjà mises en place sur le terrain et s'en inspirer et se rencontrer, faire des partenariats, enfin voilà. Un autre exemple de ce qu'on peut faire sur les rencontres régionales. Cette année, on travaille sur le sujet lié à l'habitat et santé environnement. Et donc, la semaine dernière, d'ailleurs, on a mis en place un webinaire sur l'habitat et la santé environnement, qui est un webinaire introductif à la journée de rencontre qui va avoir lieu sur le même sujet là, dans 2 semaines. Et donc, on a réuni sur ce webinaire une 60aine d'acteurs en région. Et on a travaillé sur le lien habitat et santé, sur le lien aussi du point de vue sociologique et culturel de l'habitat. Et puis, on a aussi échangé sur des pistes éducatives et des pistes pour agir en fait sur ces sujets. Et puis, vous voyez à côté une petite illustration parce qu'on a fait intervenir sur ce webinaire un facilitateur graphique pour le dynamiser, et ce qui permet de récapituler un peu les échanges
et de les simplifier aussi. D'autres types d'actions, donc en fait, on sait que la question des ressources, elle est primordiale pour les acteurs. Et du coup, on sait qu'ils vont être en recherche de montée en compétences, de qualité pédagogique et de partage et de mise à disposition de ressources. Et c'est un des piliers de la dynamique de réseau. Et du coup, on a travaillé sur la publication de dossiers ressources qui sont constitués de regards d'experts, d'initiatives de territoire et puis d'une bibliographie qui permet d'outiller aussi les acteurs. Et ces dossiers ressources, finalement, ils permettent une meilleure compréhension des enjeux que si on mettait uniquement en ligne les présentations suite aux rencontres régionales. Donc, on a publié 3 dossiers ressources sur les thématiques alimentation, habitat et urbanisme. On a travaillé aussi sur une grille d'analyse sur les inégalités sociales de santé pour outiller les acteurs finalement et pour qu'ils puissent identifier les indicateurs dans leur projet qui visent à réduire les inégalités sociales de santé dans leur projet d'éducation à la santé environnement. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait l'année dernière sur des rencontres, sur les webinaires d'ailleurs qui étaient sur le même sujet, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, sur les inégalités sociales de santé. Et puis très récemment, on a développé aussi un site internet qui s'appelle agir-ese.org, qui vise à outiller les personnes qui peuvent du coup être en situation de sensibiliser, d'éduquer à la promotion de la santé environnement. Une autre typologie d'action, mais du coup le site internet, j'y reviendrai après, je ferai un petit focus dessus. Une autre typologie d'action qu'on va mettre en place, et du coup pour aller plus loin que les rencontres régionales et les dossiers ressources, on va mettre en place des formations qui font suite du coup aux dynamiques impulsées précédemment. Donc, on en a mis en place plusieurs sur plusieurs thématiques et qui sont finalement des formations qui sont à destination d'acteurs qui mettent déjà en place des projets et qui ont déjà un gros pied dans les dynamiques en question. Et donc, ces formations, finalement, ça va être une sorte d'incubateur de projet où on va se baser sur les besoins des participants et on va les appliquer au réel et donc à leur projet. Et on va avoir un format, une formation du coup montée en compétences et action, où là, ils vont pouvoir travailler ensemble et s'outiller et répondre à leurs questionnements par leurs expériences et les projets en fait qu'ils mettent tous en place, parce que du coup ils ont tous ils grandissent des uns et des autres et des expériences de chacun. Et du coup ça nous permet de renforcer des projets qui sont déjà existants. Et donc là je vous ai mis aussi un exemple d'une formation qu'on avait mis en place sur la thématique alimentation qui visait à introduire la question de la transformation et de la distribution des aliments dans des actions déjà existantes, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un sujet qui n'était pas forcément traité dans les projets éducatifs. Donc, c'est un exemple de type de formation. On en a mis en place d'autres sur d'autres sujets. Et sur ce type d'action, on travaille en très fort lien avec nos partenaires. Donc, sur la thématique alimentation, on travaille par exemple avec la DRAF, alors que sur d'autres thématiques comme habitat, on va plus travailler avec l'ARS et l'ADRIAL. On va être aussi en situation d'accompagner les acteurs dans le développement de leurs projets en éducation à la santé environnement. Et donc, par exemple, dans le cadre de l'appel à projet du PRSE 3 Occitanie, on est missionné IREPS et GREN pour appuyer méthodologiquement les répondants à l'appel à projet. Et donc, cette année, on a mis en place
en plus des années précédentes, un webinaire qui permettait de présenter l'appel à projet, de présenter le cahier des charges et de répondre à un maximum de questions pour qu'on puisse les accompagner de manière plus qualitative et sur le fond de leur projet par la suite. Et on a réuni, il me semble, 80 à 90 acteurs sur ce webinaire qui souhaitaient du coup répondre à l'appel à projet. J'arrive pas. Ah oui, voilà. Et donc, j'en viens à la question des ressources, et parce que j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, j'ai dit que c'était un axe très important dans la mise en réseau des acteurs. Et donc, on a sorti un site qui s'appelle agiresse.org cette année. Et en fait, on a fait une démarche prospective dans les territoires et auprès d'autres porteurs de dynamique régionale en éducation à la santé et environnement. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une excellente initiative côté région Auvergne-Rhône-Alpes qui porte aussi un pôle, enfin une dynamique de mise en réseau des acteurs en santé et environnement par le GREN et l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, et donc qui s'appelle le pôle ESE. Et nos deux régions ayant des problématiques communes et des ambitions communes, on a décidé de mutualiser nos idées et de créer une plateforme interrégionale. Et donc, c'est de là qu'est né le site Agir ESE, qui permet de fournir des ressources informatives, pédagogiques, méthodologiques, qui recensent les événements dans les deux régions, qui recensent également les acteurs, qui mettent en place des actions également dans les deux régions, du coup, et qui permettent de les valoriser et de les mettre en lien. Du coup, ce site, il est coordonné par 4 structures, donc le GREN, Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, et l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, et il est soutenu par l'ADREAL Auvergne-Rhône-Alpes, l'ADREAL Occitanie, l'ADRAF Occitanie et les ARS Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, tout ça dans le cadre des PRS 3 Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie. Et d'ailleurs, on les remercie. Cet outil, du coup, enfin, ce site, du coup, c'est un outil vraiment à destination des acteurs éducatifs. Et donc, on va y retrouver, et là, j'ai mis un petit aperçu, mais vous pouvez aller aussi directement dessus pour vous faire une meilleure idée de ce qu'on peut y trouver. Mais du coup, on va retrouver des thématiques qui sont approfondies. Donc, il y en a 10 sur le site. On va retrouver des méthodes pour animer des séquences éducatives, pour animer des débats, et puis des ressources à mobiliser face au public, des événements dans les deux régions, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et une cartographie des acteurs. Et du coup, je vous remercie, et vous avez mon contact si jamais vous voulez échanger avec moi à ces sujets. Merci beaucoup, Capucine. En fait, je résumerai votre fonction, si je peux me permettre, à être un collecteur de cerveau et d'expérience. Parce que vous collectez tout cela pour ensuite le redispatcher sous forme de formation. Je vais donner tout de suite la parole à celui qui nous a fait rêver par son nom. Depuis le début, vous nous faites rêver parce que vous avez un nom extraordinaire et vous le savez. Vous êtes en même temps dans l'association qui s'appelle Fédération L'Air et moi, L'Air, L', AIR. Vous êtes aussi adjoint au maire des quartiers nord de Marseille, en charge de la santé et de l'écologie. Donc, vous voyez, écologie, environnement, encore un mot qui se mélange, mais je vous laisse le soin de nous présenter les travaux que vous menez et de nous
faire participer avec la fougue qui vous caractérise. Merci. Avant tout, je vous dis merci d'être là, parce que c'est vrai que depuis que je suis arrivé en France, je milite pour la vie, je milite pour l'éducation, je fais beaucoup de choses. Et j'ai travaillé toute ma vie à mi-temps pour pouvoir laisser mon temps libre pour les écoles, pour les actions. Donc, je vais commencer pour faire une remarque par rapport à Enzo, qui nous a parlé tout à l'heure. Il a 16 ans. Et tous ces jeunes qui parlent, que je connais depuis longtemps, qui travaillent avec eux, quartier Nord, quartier Chic, tous les quartiers à Marseille qui nous servent de laboratoire. La première chose que je vais dire, que je me suis rendu compte avec les jeunes, il ne faut pas la morale. Ils sont jusqu'à là de morale. Il ne faut pas non plus qu'on le dise, il faut que tu dises ça. Ils sont jusqu'à là aussi. Donc, je dirais, j'essaie de travailler avec leur égoïsme. Moi aussi, je croyais que tout le monde serait la conscience, réveil de conscience, et tout le monde achèterait propre parce qu'on a la conscience. Je me suis rendu compte que c'est l'égoïsme de chacun qui ne voulait pas manger le cancer de demain qui a fait qu'on a acheté plus de conservateurs, de trucs toxiques. Et finalement, l'addition d'égoïsme, ça fait quelque chose de très beau, ça fait bouger les lignes. Ça, c'est la première remarque. Et pour les jeunes, on fait la même chose. Quand je travaille avec un jeune comme ça, je l'explique, tu sais, quand tu cours, tu es un footing, tout ça, quand tu fais ton footing, tu vas respirer 10 fois, jusqu'à 10 fois plus. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a une pic de pollution, tu ne vas pas courir. Ah bon? Ah, c'est ma santé. Ah bon? Donc, c'est sa santé, et comme c'est sa santé, il écoute, il n'oublie pas. Si en plus on rigole avec les jeunes, c'est encore plus. Deuxième chose, j'ai dit l'intérêt de ta famille. Quel est l'intérêt de ta famille? Il faut ouvrir les fenêtres, parce que comme ça, ton père, ta mère, les chats, tout le monde, ils vont respirer mieux, il ne va pas avoir le virus qui traîne. Donc, il va dire, tiens, ça m'intéresse, je garde. Il garde ce qui les fait rire, il garde ce qui les donne l'intérêt. Après, je vais le dire, et pour la planète, tu vas faire quelque chose. J'ai noté ce qu'a dit Didier Jourdan, que j'ai beaucoup aimé, il n'est pas là, j'ai beaucoup aimé son enthousiasme, parce que c'est vrai qu'il parle beaucoup avec le cœur, il n'a pas oublié le cœur aussi. Et pour tu sais, par exemple, quand tu achètes une pomme de Chili, de mon pays, quand tu achètes une pomme, tu sais, il fait 12 000 km. La même pomme, il vaut mieux que l'achète localement. Et finalement, les jeunes, ils comprennent ça. Et les mêmes jeunes, je les vois après dans les supermarchés où je les vois que la maman m'engueule presque parce qu'il n'a pas voulu qu'il achète un melon de Costa Rica, il voulait un melon de Cavaillon à côté. Donc, vous voyez comment il va passer l'éducation avec une tendresse et peut-être avec leur monde. Donc, je travaille d'une façon différente. Je faisais des cours à la fac, je n'ai jamais fait cours. J'ai fait des cours avec eux, je les fais faire, ils font des erreurs. Je travaille avec leurs mots, je fais un nuage de mots, c'est ces mots-là qui vont me servir pour commencer à travailler. Et au départ, je ne travaille pas du tout sur l'air, ni sur les virus, sur rien. Je les fais rire, je travaille sur des mots qui n'existent même pas, des mots qui existent, mais qui sont des mots qui les font rire. Donc, je les fais rire, je les apprivoise. 2 heures après, on peut les faire travailler sur la mer locance, sur l'air, air locance, sur les virus, pour ce qu'on va faire avec Muriel à Marseille, on va faire virus locance. Oui, on peut les faire travailler sur tout, mais avant tout, il faut les écouter. Il ne faut pas les mettre des pensées uniques, il faut qu'eux s'expriment. Et ça change d'un quartier à un autre quartier. Donc, je voulais vous dire ça. Deuxième chose que je voulais dire aussi, qu'un enfant, par exemple, quand j'arrivais, ça fait 20 ans dans les écoles, collèges et lycées, quand j'arrivais dans l'école, collège et lycée, avait un enfant asthmatique ou allergique dans toute l'école. Aujourd'hui, je fais lever la main. 1 sur 3 lève la main, soit allergique ou asthmatique, et dans 10 ans, ça va être 1 sur 2. Donc, la personne qui parlait des indicateurs, les meilleurs indicateurs, c'est justement ces maladies, ces choses qui arrivent tout de suite. Deuxième chose, la santé, on veut chercher des milliards. Qui est la pollution de l'air? Coûte chaque année plus de 100 milliards d'euros à la France. Et l'inaction politique, on pourrait diviser par 10. Donc, il nous reste 90 milliards chaque année pour mettre pour l'éducation, pour mettre pour les actions. Donc, on peut faire aussi, et ça, c'est aussi une chose que le jeune capte, le jeune va comprendre quelque chose. Et je dirais aussi, l'OMS, il vient de dire quelque chose, justement, il a dit, on va réduire
les niveaux de dioxyde d'azote. Il a dit la semaine dernière. Tout à coup, Atmosud, il a fait le calcul des gens qui sont possiblement atteints à cette chose-là. Ça faisait 78 000 personnes. Dans la région PACA, 100 millions de personnes. Avec les nouvelles normes, c'est 4 millions de personnes qui sont touchées. Donc, on voit très bien que si on ne se bouge pas maintenant, ça veut dire qu'on va avoir un problème aussi juridique lié à la santé. Je dirais aussi que selon l'âge, l'éducation pour les enfants, c'est doux, tendre. Peut-être l'éducation pour les jeunes de cet âge-là, c'est difficile. Donc, on trouve des moyens, et c'est ça que je vais vous parler maintenant rapidement, sans passer mon temps de parole, évidemment. Donc, je me servir de ça au fond pour aller très vite dans les choses. Donc, oui, il faut de la compétence. J'ai la compétence, j'apprends beaucoup de choses. Et plus j'apprends, plus je me rends compte que je suis un grand ignorant, parce que je sais des choses. Donc, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est très important. Quand un jeune il sait que c'est grave pour lui, quand il dit, ah, je vais faire attention, c'est l'information qui crée la conscience. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je touche là, hein. Ça ne marche pas, pourquoi? Il y a un problème psychologique un petit peu. Ah ouais. Après, le monde associatif, c'est important aussi parce que beaucoup de jeunes, tout à l'heure, nous a parlé, Didier Jourdan nous a parlé, 95% des jeunes sont intéressés pour l'environnement. Donc, ils sont intéressés pour ces luttes qui disent on va changer le climat, on va changer les choses. Oui, il faut les laisser aussi rêver, il faut les laisser croire. Et des fois, on fait dans certains lycées, ils font des groupes dans lesquels ils vont réfléchir déjà qu'est-ce qu'on peut faire dans les lycées. Donc déjà, ça c'est une très bonne démarche. Je pourrais raconter des choses. Quand vous dites, je suis à 1000 animations, 3000 articles de presse, chaque article, il fallait réfléchir les choses et les dire. On ne le dit pas comme ça. Pour l'éducation, là je clique, mais je ne sais pas pourquoi il ne me veille pas. C'est peut-être mon doigt. La pollution de l'air, pareil. La pollution de l'air, je travaille avec Atmosud, avec plein d'ingénieurs qui sont de haut niveau, et on apprend comment traduire ces langages scientifiques très compliqués, l'invisible à l'œil nu, comment les traduire en langage enfant. Il n'y a pas de secret. Un diaporama, on dirait que c'est rien, ça prend une année à écouter les profs, à écouter les enfants, et une année pour les tester, pour que tout le monde casse les pieds pour dire tu as écrit ça, tu n'as pas écrit ça. Et selon l'âge, je vais dire à l'enfant, les tramways ne polluent pas l'air. Ils vont me dire, tu mens. Non, je ne mens pas. C'est un enfant, on n'est pas là pour qu'il se suicide après de notre passage. On est là pour que l'enfant soit conscient. Donc, on va dire, oui, il ne pollue pas le tramway. Je pourrais dire, oui, ça dépend où tu as produit l'électricité. Oui, mais si Franto, tu vas voir. Oui, je ne le dis pas parce qu'un enfant, il a besoin de rêver. Il a besoin aussi d'une pédagogie positive. Pas une pédagogie qui ment. Ça veut dire qu'on ne va pas, pour le dire tout de suite, parce qu'on va, je vous l'ai dit dans mes mots, on va les saouler. Donc, et ça marche très bien. Je vous invite à tous voir les mois module essentiel, n'importe qui. Et d'ailleurs, on a créé des modules qui sont copiables, diaporamas libres. On est déjà 1 million d'enfants sensibilisés. On a plein de 360 000 téléchargements. Ça signifie que les gens ont, les profs, ils ont besoin de ça. Donc, on a fait ça. Donc, quand je vous dis 1000 animations, ce n'est pas pour envoyer que je fais 1000 animations, c'est juste pour dire que derrière, il y a une expérience. Et peut-être les ministères, et peut-être les réunions, des fois, on peut participer pour donner notre point de vue. Et après, vous choisissez ce que vous faites. Après, je continue. Italie, ils se sont mis à fond la caisse. On a créé virus, donc on a créé un diaporama sur les virus au moment du virus parce qu'ils avaient peur qu'est-ce qui arrivait aux enfants. Ça coûtait 60 000 €, évidemment, c'était que gratos, donc c'est l'équivalent. Les Italiens, ils sont publiés partout. À Marseille, j'ai eu l'ARS qui nous a soutenus, j'ai eu Atmosud qui nous a soutenus. Après, bon, évidemment, Muriel m'inquiétait un peu pour certaines choses. Tu ne mets pas un mètre et demi, tu mets un mètre parce que le ministère a dit un mètre. Bon, après, vous avez des petits problèmes psychologiques et institutionnels qu'il faut respecter et on avance. Après, les lycéens, là, vous voyez, tous ces jeunes sont tous heureux. Pourquoi sont heureux? Parce qu'on a travaillé avec eux 10 fois. Ils sont dessinés, tous ces enfants, tous ces dessins qui étaient pour les petits, on l'a fait grandir par eux, par les jeunes. On a travaillé toute une année pour les travailler et après, on l'a donné à une dessinatrice professionnelle. Si je continue, là, vous voyez, on les invite à des laboratoires, on les invite, ces jeunes-là, on dirait un clown, ils voulaient faire la fête au lycée et finalement, il est venu avec nous à un laboratoire de la pollution de l'air. Les journaux, ils nous suivent.
politique, c'est important parce que le politique, c'est comme ça que je suis venu voir Mme Belkacem, c'est comme ça que je suis venu voir Nicolas Hulot. On est venu le voir parce que c'est important que le politique bouge et le politique il peut servir en relais. Moi-même, je suis venu politique et je me suis rendu compte que quand on votait, vous parlez beaucoup d'éducation, s'il y a un qu'il faut éduquer, des fois on votait, on était 170 élus, et on votait tous un truc sur l'air, personne ne comprenait rien, il y avait deux, moi et quelqu'un d'autre qui comprenait quelque chose. Comment voulez-vous? Si un politique, il doit apprendre, donc oui, on doit former aussi les politiques. Vous voulez changer la santé environnement, il faut former les politiques. Des livres, on essaye de faire des livres, mais les livres, ça va pas très loin. On a écrit des contes sur l'air, tout ça, mais c'est pour vous dire que les pistes, on a cherché des pistes, on a testé des pistes. Après, les radios, les jeunes. J'ai regardé tous ces jeunes-là, je les ai invités, vous parlez de 15 à 25 ans, je les ai invités, chaque fois j'étais prof d'un groupe de médiation, je les ai invités à faire la radio. Regardez la joie qu'ils sont, parce qu'ils sont acteurs. Il y avait 3 ou 4 qui ne voulaient pas parler, et je les ai invités à parler sans les forcer. Et c'est ça qui marche, et je vous dis, et en même temps, je me fais plaisir de faire tout ça, sinon je ne le ferai pas parce que c'est gratos. Donc quand c'est gratos en plus, on ne fait pas une chose qui va nous embêter. Après, j'ai lancé aussi les psychodébats parce que c'est important de comprendre aussi la psychologie de chacun. Parce que quelqu'un qui est mal dans sa peau, il est mauvais, il ne marche pas bien. Pour être dans le lycée, il faut être avec une envie d'être. Si on n'est pas envie d'être, évidemment, on est mauvais. J'ai fait la même chose avec les débats. Je me suis étonné une fois, éco-débat, de chez moi, j'avais 400 personnes connectées. Imaginez-vous aujourd'hui, mais 400 personnes connectées pour les animaux en ville. Je ne savais pas qu'il y avait tellement de gens qui étaient intéressés pour les animaux en ville et pour l'écologie, c'était 10 fois moins. Vous voyez, donc là, je suis avec un député qui c'est Claire Pitola, qui est un député je suis en train de gérer le problème des gilets jaunes. On est dans la salle en bas, je l'anime et en plus on a rigolé et on a réglé des problèmes sans se fâcher, sans faire des problèmes ni rien. Donc, on voit qu'on peut faire des choses. Là, je passe aux jeunes. Oui, on a fait la pollution de l'air, on a commencé à travailler avec eux. On les filme. Je suis à lycée Victor Hugo, lycée très difficile parce que c'était difficile, je veux dire dompter, mais ce n'est pas ça. Je peux dire plutôt de les apprivoiser. C'était difficile de les apprivoiser. Mais si vous donnez le temps, 2 heures, 3 heures, vous pouvez les apprivoiser. Pas tous, une grande majorité. Là, on était à Victor Hugo, on a fait ça, ça marchait très bien. Ils sont aussi être reconnus parce qu'on a apparu dans les journaux, tout ça. Et là, j'ai travaillé avec un mot-clé. Je l'ai dit à l'enfant. Voilà, t'es à tomate, à quoi tu penses? Je lui donne la technique quand même, parce qu'au départ, il ne parle pas. Je ne sais pas, même j'appelle le chef du groupe. Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Voilà. Donc, il va me dire comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Je l'amène devant, j'amène justement les chefs. Ils ne savent pas quoi dire. Et les mêmes, après, sont eux qui m'aident. Parce que quand je l'apprends que tomate, tu as 4 mots qui viennent dans ta tête, spaghetti, salade, plein de tomates. Donc, avec 4 mots, déjà, on peut aligner 15 secondes, 30 secondes de parole. C'est ce qu'on va faire, nous, Muriel. Après, tu dis, on va plus loin. Avec ça, déjà, tu tiens 1 minute, 2 minutes, c'est ce qu'il demande. Et ça va en accord avec le ministère de l'Éducation, les grands orales. Les grands orales qui veut M. Blanquer, évidemment, c'est lié à ça. Et pour les virus qu'on va faire, nous, pour les écoles, on va faire Peace and Love. Quand je dis Peace and Love, ça veut dire que ça va être doux, tout ça. On va les donner quelques éléments, et pas tous non plus, parce qu'on ne peut pas les parler des choses. Mais par contre, le lycée, on va les laisser libres de parole pour que ça met la discussion, pour les passer quelques messages, et non plus pas pour les moraliser. Après, on passe de rire, parce que des fois c'est moi de rire, on passe là, regardez le filtre que j'étais dans la main, qui est apparu dans toute la presse. Ces filtres noirs, c'est 30 minutes dans un tunnel. Donc, imaginez-vous nos poumons. Et ça, je l'ai fait. Pollution de l'air, à quoi tu penses? Tac, tac. Et je teste, je les pose 12 questions, je teste et je fais une cour de gauze avant d'arriver au lycée et une autre après. Je ne sais pas si je suis en quel temps là. Là, c'est les mots-clés. Par exemple, le mot amour pour les lycéens, ça va être une chose, c'est éloquence. J'ai créé ce qu'on appelle éloquence. Et ça marche, mais l'enfant qui va écrire sur l'amour, vous voyez, ça c'est la réflexion collective, c'est toute la classe qui participe. J'invite un jeune, souligne-moi les mots que tu veux dire, je les fais faire un discours. Et ils les font, c'est ça qui est beau. Des fois, il me faut 3 heures, j'étais à Cannes, ça fait 3 jours, ce que j'ai fait, ça marchait tout seul, ça marche. Par contre,
il faut savoir faire parce que là, vous pouvez être tout de suite bloqué si vous commencez à leur raconter la racine carrée de chauve-souris célibataire, ils ne vont rien comprendre. Donc, ce n'est pas la peine. Donc là, pareil, je vais les faire de face à face. Pourquoi j'ai mis le chauve-souris? Parce que je l'ai dit, la première chose qu'il a fait, j'ai travaillé sur la forme. Je l'ai dit à un groupe, vous allez défendre les baleines volantes. À notre groupe, vous êtes contre les baleines volantes, donc vous êtes pour l'extermination. Donc, il faut un truc un peu. Ils vont réfléchir sur la forme, mais pas sur le fond. Et des fois, je dis, les chauves-souris célibataires contre les chauves-souris mariées. Donc, il va y avoir des choses qui sont apparemment ridicules aujourd'hui, mais au moment qu'ils voulaient tester, ça les plaît. On travaille 1 heure et après, on travaille sur le fond. Parce qu'après, ils vont aller à la bibliothèque, après, les profs les amènent à plein d'endroits et ça marche très bien. Là, il me reste 3 minutes, je vois. Donc, il y a les face-à-face, il explique les différentes étapes de face-à-face. Mais première, je les fais faire une erreur. Vous savez qu'il faut qu'ils fassent des erreurs, il faut que tout le monde rigole de tout le monde. Donc, on apprend pas l'erreur, il faut accepter qu'on peut se tromper. Et après, je l'explique la technique. Vous savez que je l'explique la technique après quand j'ai passé. Je vais le dire aussi, un citoyen, un éco-citoyen prend la parole dans la salle. Et on respecte celui qui est là. Et je commence pour dire, si vous voulez parler, c'est votre copain qui parle de tout le monde, l'affaire. Mais je ne le dis pas exactement dans ce langage-là, mais j'essaie de trouver les mots. Ça dépend du quartier. Je vais dire plus ou moins de façon plus dure pour qu'il m'entende bien. Mais ça marche tout seul. Et les quartiers les plus difficiles, où j'ai les plus de surprises, bon, on va travailler sur les fonds, la pollution de l'air, on va faire les jeux de rôle. D'ailleurs, je conseille de faire ça au ministère, avec l'Avréal, avec les gens, ça marche, c'est des tonnerres. Que celui qui est l'Avréal prend la place de l'association et on inverse le rôle, ça marche tout seul, tout seul, tout seul. C'est pour ça que je voulais vous montrer. Il y a une quantité de photos, de films qu'on a fait. Les enfants sont contents. Et là, j'ai mis à la fin, évidemment, les face à face. Des fois, il y a 2 contre, 2 pour. Le laboratoire des amis de l'association et le médecin ami de l'association, le laboratoire acheté pour l'industrie. Et j'ai mis un autre type de cas qu'on demande de 2 associations neutres, l'ARS, par exemple, et on va demander à monsieur pour dire que vous êtes impartial. Vous devez être impartial. Donc, on va arriver là. Et là, je vous dis, là, vous voyez des lycées. Évidemment, je sors les CO2. Dans une école, et ça, je l'ai dit pour la personne qui travaille au ministère, j'ai testé des centaines d'écoles. J'arrive avec un capteur CO2. Et avant le Covid, en 10 minutes, on passait les 1500 parties par million. C'est le moment que tu t'endors un peu. Et là, pour le lycée, j'ai fait la même chose. Donc, il s'approche sur le côté pédagogique, il passe sur le côté contrôle. Il apprend à surveiller. Je mets tout le monde, il y a l'inspecteur académique, évidemment, qui vient, et il y a tout le monde, j'invite toute l'armée mexicaine, des gens importants, je les invite à tous. Là, vous voyez notre lycée, là, vous voyez la presse qui suit tout de suite, parce que médiatiquement, ça marche. Et après, on arrive à la fin pour vous dire merci, et pour vous dire que je vais me donner le plaisir. Je ne sais pas si Muriel va venir avec nous. On va à la COP26 à Glasgow. On va faire une conférence sur la thématique de l'air et tout ça. Et on va faire 2 ou 3 conférences, je vais les faire moi, sur un coaching, sur le climat. Je vais les faire dans les stands francophonie. Il va y avoir évidemment beaucoup de gens d'Afrique, beaucoup de gens de partout. Et je vais faire en direct, pendant 1 heure, je vais faire cette action des mots-clés, tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'ai bien aimé chaque discours, j'aurais voulu réagir un peu, mais là, on est un peu pressé. Merci beaucoup et j'ai fait pour mon mieux, comme on dit l'accord Toltec. Merci beaucoup, Monsieur Espinosa. Est-ce que, en plus, vous nous avez fait rire. Donc ça, c'était... Je ferai un tâche de rigoler, là, vous rigolez vraiment. C'était la cerise sur le gâteau. Mais effectivement, vous avez pris la position de faire mettre les jeunes à la place d'eux. Et ça, c'est important quand on travaille avec d'autres personnes, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, de faire ces jeux de rôle, de se mettre à la place d'eux. Parce que quand on ne peut pas se mettre à la place d'eux, on ne peut pas comprendre ce que l'autre ressent. Et là, vous avez travaillé sur 2 choses qui sont vraiment primordiales, se mettre à la place d'eux et la carte mentale. Parce que ce que vous nous avez présenté avec la tomate, pour être le cœur de votre sujet dans ce que vous nous avez présenté, c'était la tomate. Mais vous avez vu comment, avec une tomate, on peut aller très loin. Très loin. Vous pouvez faire un schéma
et 10 mètres, Oui. mieux complet. Je pense que tout le monde va se souvenir de la tomate et de ce qu'on peut faire avec, en dehors de le manger avec les spaghettis. Mais effectivement, c'est deux façons de travailler. Nous, on avait fait ça à l'époque où j'étais à l'ICM, à l'Institut régional du cancer de Montpellier. On avait monté un supermarché virtuel où on faisait venir les enfants avec les écoles et ils faisaient leur supermarché. Ils mettaient dans le caddie tout ce qu'ils avaient envie d'acheter. Et je faisais leur liste parce qu'ils étaient invités à un anniversaire et donc ils avaient des jeux de rôle après à faire. Tu es la maman, tu es l'enfant, tu es celui qui invite et tu fais le marché. Et après, on décryptait avec eux ce qu'ils avaient acheté. On avait quelques surprises, hein, parce que nous, on pensait que, bon, ils achèteraient un peu de soda, mais ce n'était pas du soda qu'ils achetaient, c'était des caddies entiers de soda. On avait des surprises parce qu'on se disait, bon, quand même, les enseignants leur ont appris beaucoup de choses, donc effectivement, ils vont arriver à vider leur caddie de ce qu'on pourrait appeler les cochonneries, entre guillemets, au profit de la tomate, par exemple. Ben non, hein. On avait très, très peu de tomates dans les caddies. On avait beaucoup, beaucoup de cochonneries, ce qu'on appelle, nous, les mamans, les cochonneries. Et franchement, c'était édifiant pour nous tous, exactement comme vous avec l'air, puisque vous avez travaillé avec l'air. Moi, il y a une chose qui m'a toujours étonnée, on va arrêter là-dessus, c'est pourquoi on parle de l'air intérieur et de l'air extérieur. Parce que nous, on respire toujours l'air, quel qu'il soit. Donc, se mettre à la place d'eux, c'est aussi se reposer d'autres types de questions. Et se dire, un enfant, pourquoi on me parle de l'air qu'il y a dehors et de l'air qu'il y a dedans? Mais moi, je cours partout, dans la cour de l'école, et je cours aussi dans la classe, parfois, ou à la maison. Donc, ce sont des questions effectivement cruciales sur la façon d'aborder la pédagogie auprès des jeunes, et pas que ceux qui ont 16-25 ans. Parce qu'on est tous comme pour Tintin, de 7 à 77 ans, des jeunes. Voilà, je te laisse la parole à Elisabeth pour que tu conclues. Je vous remercie, hein. Je vous remercie tous.